Le nouveau Front populaire respectera le mandat que lui ont donné les votes pour ses candidats. Le nouveau Front populaire appliquera son programme. Rien que son programme, mais tout son programme. Soit chacun se dit moi je vais gouverner tout seul en représentant que 30% des gens, ce qui, d'un point de vue démocratique, est extrêmement problématique, soit nous parvenons à construire une feuille de route commune. En l'état, aujourd'hui, on ne sait pas très bien comment on va s'en sortir. Nationalement, je pense que personne n'a gagné. Les Français ont voté et que leur vote doit être respecté. Et qu'il y a deux grands perdants dans cette élection, c'est M. Macron et M. Bardella. La situation va être très compliquée dans les mois à venir, surtout si on n'arrive pas à construire des compromis. S'ils veulent un responsable, il est devant vous. Qu'ils viennent le chercher. Sur le fondement de l'article 49, alinéa 3 de la Constitution, nous avons transformé notre président de la République, qui était un arbitre, en gouvernant suprême. J'ai 150 citoyens, je les respecte, comme des parlementaires. Mais je ne vais pas dire parce que ces 150 citoyens ont écrit un truc, c'est la Bible. Et c'est devenu petit à petit un poison dans nos têtes, dans les têtes des commentateurs, dans les têtes des hommes politiques. Et après 65 ans d'abus, il est sans doute temps de dire stop et d'essayer d'arrêter cette hémorragie démocratique. Il y a quelque chose qui ne va pas dans le système. Cette conception-là du pouvoir, elle est totalement obsolète. Et j'espère que de la crise que nous vivons, peut-être, va en sortir un chemin. Donc, je m'appelle Bastien François, je suis professeur de sciences politiques à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Alors, il est un peu trop tôt pour le dire. On a une constitution, on l'a un peu oublié, qui a été conçue en 1958 pour pouvoir fonctionner sans majorité. Pour une raison très simple, c'est qu'on n'a jamais eu dans l'histoire de France, avant 1962, jamais, une majorité stable, cohérente, disciplinée sur toute la durée d'une législature. Donc les constituants, en 58, ils imaginent un système qui va leur permettre de pouvoir quand même gouverner, même si, ils font face à un Parlement très très indiscipliné. Évidemment, ils arrivent de la 4e République, donc ils ont ça en tête. Et c'est pour ça d'ailleurs que le gouvernement de la 5e République a toute une série d'armes, mais absolument incroyable pour se protéger du Parlement, ou pour réussir à imposer sa volonté. On l'a vu très récemment avec le 49.3, le 49.3 qui permet de faire adopter une loi sans vote. Mais c'est pas que la seule disposition. L'ensemble de la Constitution est conçu pour permettre au gouvernement de résister au Parlement. Par exemple, un truc tout simple, pour être Premier ministre, on n'a pas besoin d'avoir un vote favorable de la majorité des parlementaires. Il suffit qu'il n'y ait pas de vote défavorable de la majorité des parlementaires. Donc, s'il y a des parlementaires qui vont s'abstenir ou qui prennent pas position, le gouvernement pourra continuer à gouverner. Donc, toute la structure de la 5e République est faite ainsi. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, on a une situation quand même extrêmement particulière, qu'on n'a jamais connue dans l'histoire politique française, en tout cas sous la 5e République, c'est-à-dire qu'on a, comme on dit aujourd'hui, c'est pas une très bonne expression, mais on va dire on a 3 blocs, qui sont à peu près de taille équivalente, et il y a le bloc RN, plus LR, pour plus quelques LR. Bon, celui-là, on voit bien, il n'est pas appelé à gouverner. Et puis il y a 2 autres blocs, qui sont à peu près de même taille, et la règle dans un régime de type parlementaire, c'est simple, c'est que est appelé à gouverner le camp qui réunit le plus de députés et aussi le camp qui ne se fera pas renverser par le reste des députés à l'Assemblée nationale. Bien. Donc là, en réalité, on ne sait pas très bien. Il y a 2 possibilités, mais les 2 possibilités sont très fragiles, parce que dans les 2 cas, on n'approchera pas, ou de très peu, les 200 députés, à peu près 200 députés dans chacun des camps, ce qui fait que aucun de ces camps n'aura la majorité absolue. Donc, en l'état, aujourd'hui, on ne sait pas très bien comment on va s'en sortir. Alors je dis en l'état aujourd'hui parce que, d'abord, il faut attendre la réunion de l'Assemblée nationale,
qui va se faire dans une dizaine de jours, le 18 juillet. Là, peut-être on commencera à y voir plus clair. Et puis, on peut imaginer qu'il va y avoir peut-être des recompositions au Parlement qui permettront à l'un des camps de faire la différence avec l'autre. Bon. Reste que la situation va être très compliquée dans les mois à venir, surtout si on n'arrive pas à construire des compromis. Alors, la cinquième, à l'origine, c'est pas du tout, c'est conçu comme un régime parlementaire assez classique, avec un Premier ministre fort qui gouverne, qui a l'ensemble des instruments de gouvernement. C'est lui qui dirige le gouvernement. Le gouvernement dispose de l'administration et de la force armée, des forces armées. Donc, voilà, il n'y a rien de très particulier, si ce n'est qu'on a construit un président de la République un peu bizarre, qui est un président arbitre, qui a des pouvoirs importants, mais qui ne sont pas des pouvoirs de gouvernement. Bon. Mais disons que c'est un système assez équilibré. Le problème, c'est que petit à petit, le président de la République, qui n'était pas un gouvernant, est devenu un gouvernant suprême. Et que nous avons commencé à, j'allais presque dire, à adorer ce système-là. C'est-à-dire, ce qui nous mobilise, en réalité, nous citoyens, c'est qui va gagner l'élection présidentielle. Bon. Sans voir qu'il y a quelque chose d'extraordinairement pervers. C'est-à-dire, nous limitons la politique à l'élection d'un homme qui est élu jadis pour 7 ans, aujourd'hui pour 5 ans, qui est irresponsable politiquement au sens constitutionnel, c'est-à-dire personne ne peut le contester pendant la durée de son mandat. Bon. Donc, nous avons transformé notre président de la République, qui était un arbitre, avec certes des pouvoirs importants, mais qui n'étaient que des pouvoirs d'arbitrage, en gouvernant suprême. Bon. Et c'est devenu petit à petit un poison dans nos têtes, dans les têtes des commentateurs, dans les têtes des hommes politiques, et avec des présidents de la République qui se prennent pour des hommes tout-puissants. On l'a vu particulièrement là, alors évidemment c'est un cas un petit peu particulier, mais pas si particulier que ça, avec Emmanuel Macron. Emmanuel Macron qui se mêle de tout, qui décide, on ne sait pas d'où, tiens, on va rajouter 2 heures de théâtre au programme des élèves au collège, comme si c'était le job d'un président de la République de s'occuper de choses comme ça. Bon, donc la Ve République est devenue quelque chose de très différent de la Ve République d'origine. Pas dans le texte, on n'a rien changé au texte. Si, on a rajouté l'élection du président de la République au suffrage universel en 1962, mais depuis. Puis il y a eu bien sûr des réformes constitutionnelles, mais on n'a pas changé globalement l'organisation du pouvoir. Bon. Sauf que la pratique est très très différente du texte. C'est-à-dire, par exemple, si vous lisez la Constitution, à l'article 20, vous lirez « Le gouvernement détermine et conduit la politique de la nation ». Tous les Français savent que c'est faux. Je veux dire, un gamin de 8 ans vous dirait que c'est le président de la République qui détermine et conduit la politique de la nation. Et pourtant, nous continuons à vivre avec ça, avec un texte de la Constitution d'une certaine façon sacralisé. C'est la Constitution, la norme suprême, etc. Mais la pratique est très différente. C'est d'ailleurs pour ça qu'il est assez difficile de réformer la Ve République, parce qu'il ne faut pas réformer le texte, en réalité. Il faut réformer une pratique qui n'est pas inscrite dans le texte. Donc, nous vivons sous ce régime. Et pendant très longtemps, finalement, on l'a pas interrogé, ou en tout cas, les gens qui l'interrogeaient étaient quand même finalement très minoritaires. J'en faisais partie, mais on était très minoritaires. Je dois dire, il y a 20 ans, quand on parlait de 6e République, ça faisait rigoler. Bon. Et puis là, on se rend compte que quand même, ça marche pas. Ça marche pas. Alors, pourquoi ça marche pas ? Je pense que ça marche pas aussi parce que cette conception du pouvoir, enfermée dans des institutions, donc cette conception du pouvoir très centralisé, très verticale, très caporaliste dans l'exécution, très monarchique dans la communication. Bon. Cette conception du pouvoir, elle correspond plus à la société actuelle. Elle correspond plus à la société actuelle. Je veux dire, vous prenez les relations au sein de la famille, les relations entre les profs et les étudiants, même les relations au sein de l'entreprise, ça fonctionne plus sous ce mode-là, centralisé, autoritaire. Ça fait penser aux années 50. Bon, alors peut-être dans les années 50 c'était bien, aujourd'hui ça marche plus. Donc cette conception-là du pouvoir, elle est totalement obsolète. Bon. Donc il faut en finir, et j'espère que de la crise que nous vivons, eh bien, peut-être va en sortir un chemin
à mon avis, il y a 2 grands chantiers immédiats, mais vraiment immédiats. Le premier, c'est changer le mode de scrutin. On a un mode de scrutin qui est très problématique. On est les seuls en Europe à avoir ce mode de scrutin. C'est un mode de scrutin qui déforme considérablement la représentation. Hein, dans l'opération un peu magique, bizarre, mystérieuse de conversion des voix obtenues par les candidats en siège, il y a une déformation avec ce mode de scrutin. Là, on le voit très bien, hein, on vient de le voir clairement. Hein. Le RN a 33% des voix au niveau national, il a 25% des sièges. Mais en 2017, ça allait dans l'autre sens, hein, c'est-à-dire que les macronistes avaient 32% des voix, ils ont eu un peu plus de 61% des sièges. Donc voilà, il y a une énorme déformation, bon ça va pas. Et puis je pense aussi qu'on en a un petit peu marre, parce que c'est pas la première fois que ça nous arrive, de devoir voter pour des candidats qu'on n'aime pas, pour faire barrage. Voilà. Donc là, il y a la nécessité, je pense que ça devrait être la première loi votée par n'importe quel gouvernement. Et puis, je crois qu'aujourd'hui, deuxième chantier, ce qui serait assez intelligent, c'est qu'on mette en place une convention citoyenne sur la démocratie, c'est-à-dire qu'on réunisse 150 à 200 citoyens tirés au sort. Vous faites une quarantaine de propositions sur comment penser demain une démocratie plus inclusive, plus sociale, plus délibérative, comment penser le pouvoir, comment penser la place des citoyens dans le système politique. Bon, donc et à partir de là, c'est à partir de là que des partis politiques, mais aussi d'autres collectifs, pourraient se saisir de ces propositions et puis engager une grande conversation citoyenne qui aboutirait là à une sorte de processus constituant qu'on pourrait voir aboutir, je ne sais pas, en 2026, en 2027. Hein. Il faut pas trop tarder, mais en même temps, il faut prendre le temps. Donc là, c'est des choses très simples à faire. Hein. Changer le mode de scrutin, c'est une loi. Hein. Donc franchement, et puis je pense qu'il y aura une majorité à l'Assemblée nationale pour la voter, donc ça devrait passer. Et une convention citoyenne, c'est encore plus simple. Hein. Il suffit de demander au Conseil économique et social et environnemental de l'organiser. Ça demande aucun moyen normatif particulier, donc il suffit d'avoir une volonté politique.